On va parler infrastructure IA pour un modèle méditerranéen. Tout à l'heure, ça a été évoqué par Kélim Beguir, par Nizar Yahi, ça a été évoqué à plusieurs reprises et c'est ce qu'on va faire. On va vraiment tout de suite parler infra et vous l'aurez compris, c'est super stratégique. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Sehem Hissen, en tant que DSI aujourd'hui chez Tunisie Télécom. Vous êtes vraiment au cœur de ces défis. Je vais pas les énumérer. Tous ces défis autour de l'IA. Face à cette course mondiale également aujourd'hui, comment on peut concrètement mutualiser les ressources, les calculs, les données pour construire des infrastructures IA souveraines et des data centers aussi, des green data centers bien évidemment dans la région. On aura la même question pour Ouridou derrière. Voilà. So the same question. She will start and then you get the same question. Mais il vous faut un micro à l'un de vous deux. Il est là, il est juste devant vous sur la table. Allez-y. C'est bon? Voilà. Donc, au fait, pour faire émerger des data centers verts et des infrastructures IA durables, nous proposons 3 stratégies complémentaires. Et la première stratégie, c'est de développer un mix d'énergie renouvelable. Cela veut dire de combiner de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, avec une gestion optimisée des ressources. Et cela, ça va nous permettre de réduire la pression et la charge sur le réseau électrique et bien évidemment de couvrir une partie de notre consommation énergétique et de gagner aussi en autonomie. La fameuse échelle de Kardashev, en fait, ça nous rappelle effectivement que c'est partout là, c'est Kardashev aujourd'hui, ça nous rappelle une réalité, une vérité fascinante. C'est qu'aujourd'hui, l'humanité est encore au-dessous du type 1. Pourquoi? Parce qu'encore, nous utilisons seulement 0,01% de l'énergie que le Soleil envoie à la Terre. Donc, le défi, ce n'est pas au niveau des ressources. On a un potentiel immense des ressources, mais le défi, c'est plutôt au niveau de notre capacité à exploiter intelligemment ces ressources. Et d'où l'énergie et l'IA frugale doivent être au cœur du modèle IA méditerranéen. Au sein de Tunisie Télécom, on a déployé une capacité solaire de 3,5 MW crête sur plus de 150 bâtiments à travers le pays. Ces installations photovoltaïques permettent donc de couvrir une partie de notre besoin énergétique et de réduire la pression sur le réseau national. Et cette stratégie s'inscrit pleinement dans notre démarche pour une autonomie énergétique et pour la transition verte. Aussi, elle sera renforcée avec un programme ambitieux 2026-2029 pour étendre encore notre capacité solaire et rendre encore nos infrastructures souveraines plus durables. Effectivement, chez Tunisie Télécom, plusieurs data centers qui sont certifiés, labellisés Uncloud, éligibles G-Cloud, qui garantissent la haute disponibilité, la conformité, la sécurité, tout ça. J'ai cru que tu as mis... Il y a la question par rapport à l'utilisation aussi. Bon, avant parce qu'en fait, je vais devoir faire un peu plus court, puisqu'on rattrape un petit peu le retard. Désolé. Par rapport à la deuxième stratégie, là, je parlais juste de la première stratégie. La deuxième stratégie, il s'agit donc là de concevoir des infrastructures frugales. Cela veut dire des architectures qui pensaient à consommer moins, à utiliser la puissance de calcul d'une manière optimisée et rester quand même performante même avec des ressources limitées. Et là, dire IA frugale, ça ne veut pas dire de l'IA faible, au contraire, c'est une IA plus efficace, elle est dans sa conception plus intelligente et surtout plus sobre à l'échelle énergétique. C'est l'IA qui se base sur des modèles plus légers. Les calculs sont plutôt distribués, plutôt que centralisés, parce que ça consomme encore plus d'énergie. Sur des data centers verts, sur des systèmes optimisés énergétiquement, ou bien sûr l'utilisation de l'énergie propre. Et là, c'est la logique de Leapfrog, prendre un chemin différent et parfois plus efficace. La troisième stratégie, au fait, il s'agit
d'opter pour des infrastructures, pour des architectures distribuées. Et c'est avec Medusa, grâce à Medusa là, et avec ces 22 terabytes par seconde, c'est très important, là on peut répartir la charge de calcul, éviter les détours de trafic, et bien sûr réduire l'empreinte carbone sur nos infrastructures numériques. Donc, pour un data center vert, pour résumer, il y a 3 composantes. Un mix d'énergie renouvelable, des infrastructures distribuées, des réseaux distribués et souverains, et des infrastructures frugales. J'enchaîne avec mutualisation. Si vous voulez, oui. D'accord. En fait, là, pour limiter la dépendance technologique et la dépendance énergétique, la clé, là, c'est de mutualiser nos forces. Dire mutualiser, ça ne veut pas dire partager dans le sens classique du mot, mais c'est plutôt mettre en commun nos ressources, la connectivité, le calcul, la data, afin de créer un socle plus puissant que si quelqu'un avançait et travaillait isolément. Donc là, il s'agit de mutualiser la data à travers des data spaces régionaux, mais chaque pays garde la maîtrise totale de ses données afin d'éviter, mais en rendant d'ailleurs ces données-là interopérables et partageables, afin d'éviter les doublons et de réduire bien évidemment les coûts. Puis aussi, il faut mutualiser bien sûr les calculs en créant des centres de calcul, bien sûr souverains, et alimentés avec de l'énergie renouvelable. Là, ça va minimiser la consommation énergétique et ça va réduire la pression sur les réseaux. Finalement, il faut mutualiser bien sûr la connectivité, et là, avec des câbles, avec des fibres optiques, avec des câbles, avec des points d'échange Internet ouvert comme Medusa, ça va encore renforcer notre autonomie. Donc, dire la mutualisation, ça ne veut pas dire perdre du contrôle, mais c'est au contraire mutualiser, c'est gagner ensemble en souveraineté, en efficacité et bien sûr en sobriété énergétique. Très bien, merci. Ça vous facilitez la tâche, ça me permet de rebondir. Du coup, je vais aller plutôt, je change de stratégie, je reviendrai tout à l'heure vers vous, je vais venir vers monsieur Jean-Michel Garça. Et puis cette mutualisation aujourd'hui, justement, est-elle la clé pour réduire notre dépendance technologique et énergétique face au modèle aujourd'hui des grandes puissances? Et puis quelles sont les meilleures pratiques pour garantir la souveraineté des données tout en favorisant la coopération régionale? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, aujourd'hui toutes les AI native startups et tous les investissements, les gros investissements sont en train 60%, enfin je lisais la dernière fois 20% des investissements, puis 60% des investissements sont en train de partir entre la Silicon Valley et Pékin. C'est même pas entre les États-Unis et la Chine. Et donc aujourd'hui les chiffres s'enflamment. Tous les regards, le plus gros est en train de se faire sur ces 2 places, 60% donc des AI native startups, c'est là. Et comment donc justement naviguer dans tout cela, et peut-être la mutualisation est la clé pour réduire notre dépendance technologique et énergétique face à ces modèles qui sont en train de s'installer par les super grandes puissances. J'ai beaucoup de questions. Du coup, détail. Moi, je suis assez d'accord avec l'observation, comment on pourrait mettre en place toute cette capacité. Après, ce qui est hyper important, c'est justement quelle stratégie, comment on le fait finalement. Et vous mentionnez la Chine et les US, surtout les US. Bon, il y a un peu une course au gigantisme quand même, et je pense qu'on n'arrivera pas à suivre. Donc peut-être que le premier principe de la frugalité, c'est de refuser de suivre le gigantisme et d'opérer peut-être une manière de voir le problème un peu différente, et d'aller directement à une planification un peu plus progressive de nos besoins. Alors, c'est important de redéfinir nos besoins, vous voyez, sur la partie, on va dire, actuellement, il y a à peu près 3-4 millions de GPU qui sont, voilà, la capacité de calcul, qui sont déployés dans le monde.
à la vitesse où la Chine et les US vont, surtout les US quand même, on peut dire que 2030, il y en aura 10 millions. Bon, si à l'intérieur de ces 10 millions, on va dire que ce scope de Méditerranée arrive à prendre entre 5 et 10%, ça sera pas mal. Donc, il faut se garder en tête que notre objectif, là, à court terme, moyen terme, c'est d'installer 500 000 ou 1 million de GPU. Après, il y a les calculs tout bêtes. Vous divisez ça par la capacité, le nombre de data centers, et la manière dont vous allez le faire. Je reviendrai sur ce point après. Bon, il va falloir s'organiser, et il va falloir s'organiser de manière progressive. On n'aura pas 1000 milliards de dollars, on a quand même pas mal d'investissements tous ensemble, privés et publics, mais on n'aura pas ce volume qu'ont les US sur le déploiement. Donc, il va falloir qu'on trouve une méthode qui nous permette, au fur et à mesure, d'adapter, de monter en charge, de scaler au fur et à mesure, pour suivre la demande. Et ça, si on concilie ça avec les nœuds de calcul, les nœuds de télécom, pardon, qui sont effectivement notre grosse force en Méditerranée, là, vraiment, on a une très grosse force, vous le rappelez très très bien. Moi, je pense qu'il faut quasiment suivre le parcours, quoi. C'est-à-dire que partir de Barcelone, de Marseille, de Gênes, d'Alexandrie, de Berzis, d'Oran, enfin, voilà, on suit tout le tour, on suit les télécoms, et puis on se dit combien on construit de data center à chaque fois. Et puis avec quelle énergie, et tous ensemble, je pense qu'on peut très rapidement définir des building blocks communs, des manières de faire qui seront à la fois, on va dire, opérables localement, parce que je pense que la souveraineté, la mutualisation a une certaine limite, vous ne pouvez pas tout mélanger, parce que même la répartition de calcul va être très difficile. Donc il faut que localement, chaque pays, quelque part, ait sa capacité, mais en même temps qu'elle puisse aller chercher ou donner de la capacité. Et là, on a un exemple qui est très bon, c'est l'électricité. Les grilles électriques fonctionnent comme ça, et c'est comme ça que ça a été pensé, parce qu'au fur et à mesure, on s'est connecté, on a su connecter la capacité de calcul de chacun. Et enfin, l'usage, on voit bien que, voilà, on ne va pas courir après des modèles, des super modèles comme font tous les gros players, on n'y arrivera pas. Néanmoins, il faut qu'on ait une souveraineté au niveau du savoir, de notre histoire, de notre culture, de ce que nous représente. Donc il faudra qu'on entraîne. Je ne pense pas qu'on entraînera des volumes identiques aux US ou à la Chine, mais il faudra qu'on entraîne. Et là, ce sera peut-être des gros data centers placés à des endroits stratégiques. Et puis surtout, on va inférer, parce qu'on va questionner beaucoup, et les citoyens vont devoir de plus en plus inférer. Et là, c'est des milliers, au fur et à mesure, de GPU qui vont apparaître. Le dernier enjeu, je pense, et c'est le côté frugal, il ne se décrète pas, il se recherche. Et donc, il faut qu'on aille chercher le prix. Et le prix, c'est l'ultra low cost sur l'influence. C'est-à-dire qu'il faut essayer de designer quelque chose, d'aller vers une alternative peut-être au GPU, de travailler avec un écosystème de start-up qui travaille justement à ça, pour que le prix du token soit le plus bas possible. Et qu'on recherche vraiment le pricing par le bas, et ça doit être vraiment notre valeur, parce que c'est ça qui va ouvrir les perspectives aux citoyens. Très bien. So, move to the other side of the panel to you, dear Mr. Sunil Mishra. So, it's in English. I'm asking in English anyway. So, yeah. Actually, if you want to comment on anything you have heard, I think that was the first question I have asked before. If you want to take combat, you were ready to take combat. But I'll do another one. Ooredoo is AI ready. I've been there. They have bought GPUs, and they're promising to get those GPUs to at least 5 countries where they're present, including Tunisia, and this new offer of AI as a service. I think it's very interesting. So instead of people investing in GPUs or different companies, and even if they had the money, they need to wait anyway. So it's interesting to have this new thing called AI as a service. I hope it's not only marketing. I was there, it's not, but you can tell us more about that. And so what I can say is that Ooredoo is AI ready today. So what were the most strategic infrastructure decisions, whether in network architecture or data platforms, that have positioned Ooredoo today to become an AI ready operator rather than just a 5G provider? And if you want to tackle on some questions that have been asked before to Zitekan.
think, good afternoon, everyone, and thank you, Wasim. It's good to share the stage with you for the same subject, AI, which we had recently. I think it's a very interesting discussion. My co-panelists, which they touched upon, and I'll also touch upon certain aspects of that when I elaborate. When it comes to AI, as a telecommunication sector, it's play a very critical role. And as in Ooredoo, we understand that the criticality, what telecom operator can bring it to when it comes to digital and AI infrastructure. So recently, past few years, or I'll say that in the last 12 months, we have done many programs, which is a very nationwide. And those programs are the backbone for setting up the digital infrastructure in the country. Let me start with correcting or upgrading ourselves. In Ooredoo, the core system and the IT systems we have upgraded completely to make it future ready, to make it scalable, secure, and very efficient. In last years, around this time only, we have connected, with our high-speed submarine cable called Afrikia from Marseille to Tunis. So we connected, the submarine cable there, which also strengthened the country international connectivity. And this year, it was icing on the cake in terms of we launch of 5G, and we launched 5G nationwide across all governorate. So these are the things which is the fundamentals and the basics of where we wanted to go. And this is our core responsibility as a telco, which we have done. But we believe that our contribution to the entire ecosystem is not limited to only telco. We need to contribute much more. And that's where we moved from being a telco, and specifically on the connections or connectivity services, to a techco, wherein we offer beyond. And that's where it goes to ICT, SaaS, and my colleagues were touching upon the data centers play a very, very crucial role and critical roles there. So when it comes to AI, recently we have done an AI summit. Wasim, you were part of that summit with us. Therein we have invited NVIDIA, and we announced our partnership with NVIDIA to bring the GPU to the country. And we were one of the first OPCO in our regions to launch that services, and we're very, very happy about it. The good part is the trends and the demands are very encouraging, because we serve these to our enterprise in the government sector, and we have very encouraging trends. That shows that the country is very keen and ready to take the leapfrog jump in the AI systems. So that's what Ooredoo has done so far when it comes to building this infrastructure, which will be suitable for digital and AI ecosystem. Okay, so as you said, I've been there, and how is that moving on now? So just I think on that, out of curiosity. Yeah. On that event, I'll disclose some of the numbers. In that event itself, we have 5 to 6 big corporate, including the banks, comes to demonstrate their interest to have the GPUs, and they were asking about how we can get it, what kind of support you can bring in there. In fact, Wasim, I'll give you a recent one that today itself, when our CEO was in the opening, there are 4 or 5 enterprises comes and they show the willingness to get into these things to it, and they want telco to assess that, not only up to the GPU level, but they also wanted a turnkey solution. They also wanted to open the APIs for them to support in a very different paradigm. So we see a very encouraging sign, and that makes us even excited about it, the journey which we are taking on the AI side of it, that we see that the country is ready, getting into that domain, and the ecosystem is demanding and asking for it. Okay, perfect. So it's not about who talked and did not talk, but anyway, I have very good reasons to go towards you, Kristen, and I'm very happy to do that. So actually, I'll move on with maybe to talk more about energy and AI topic. So the World Bank focuses today on the digital core. We're talking about the Green AI Mediterranean deal. What opportunities do you see today for partnerships between the energy and tech sectors
to achieve what we could call this green AI deal. Do you like to call it that way, by the way? Yeah, in the Mediterranean. So how can the World Bank scale up its support in this critical area? Thank you for the question. It's a very timely one. Actually, the partnership between the energy sector and the digital sector, it's not an optional one, it's a necessary one. It's just last week, I was in Cape Town. The World Bank convened about 150 energy and digital leaders from 15 countries from the Africa continent, but we also brought together more than 40 data center and cloud providers precisely for the reason to explore opportunities together. When I look at why is energy important for digital, I often use an analogy. So if, let's say, data center and cloud is the brain of digital transformation, then data is the blood and energy is the oxygen. So that means that anything about digital, be it internet, data, or voice connection, everything needs actually electricity. So this is very important, of course. But it's also very useful to know is that energy is not just one input to data centers. It actually is about 45 to 65% of the cost for the data centers. So that means when investors look at the locations of data centers, then the energy cost, the stability, reliability of energy supply becomes a very key determinant of their investment decision. And then the other way around, why is digital very important for energy? It's clear that it helps with optimization of the systems. And in one of our regional projects, we are actually supporting the use of AI tools for cross-border load flow optimization and regional power pooling. So these digital tools help manage congestion, integrate variable renewables, and also improve grid stability and efficiency around across the borders. Maybe just one last thing I want to mention is that came up at the workshop we had last week is that while we all understand why this is a mutually beneficial partnership, but the financing is just not coming into the continent. So we really focused on bringing all the leaders together and say, what can we do to explore and materialize the opportunities for both sectors? So what we found is that for data and compute infrastructure investors, they're really looking at identifying suitable locations of data centers, as I said earlier, where power and water availability is ensured, costs are low, and the regulation, such as licensing or environmental assessment process, has clarity and predictability. And for energy infrastructure investors, having data centers as their anchor tenants, who basically can, look at long-term, let's say a 10-year contract that provide basically a quite long-term capex commitment, so to speak, really reduces financing risks for investors for energy sector. So in short, it's very clear from our engagement with these leaders that the partnership is necessary to operate both sectors, to scale, and also to attract investment. If we have time later, I can give a few examples from our projects, but let me stop here first. Thank you. So when you said let me stop here first, you looked at them and it's very inspired. So really inspired. So good inspiration. Jean-Michel Garcia, alors pour rebondir un petit peu sur cette vision de la Banque mondiale qui vient d'être présentée par Madame Christine sur cette question d'un Green AI Deal. Alors quels mécanismes financiers et ou technologiques concrets pourraient être mis en place rapidement par les acteurs privés pour faire de ce Green AI Mediterranean Deal une réalité vraiment tangible? Peut-être encore une fois. Vous y croyez ou pas? Oui, j'y crois, mais sans englober tout dans tout. C'est-à-dire que, vous voyez, la consommation pour les data centers,
enfin, comme je disais, par rapport aux besoins et par la montée en charge, si on veut, autour de la Méditerranée, aller jusqu'aux besoins, il faudrait construire à peu près 50 data centers. Et j'ai parlé de 500 000 GPU ou 1 million de GPU à court terme. Bon, une GPU, la consommation d'une GPU, c'est à peu près la consommation d'une voiture électrique sur l'année. Donc vous voyez, la problématique de data center, elle est là, mais c'est une petite portion de la problématique globale de la transformation de l'électricité en électricité durable, électricité verte. Vous voyez, donc, soit on se dit, bon, bah, à travers tout ce qu'on doit faire, ça va répondre à ces besoins, soit on se dit, bah, afin de décorréler justement les trajectoires, on essaye de lier la problématique d'électricité verte avec la construction des data centers et avec la connexion des points télécoms. Moi, c'est mon opinion. Et celui-là, bah, c'est ce qui est quand même en train d'être fait aux US et en Chine. La grosse différence, c'est qu'en Chine, ce qu'ils font, c'est bah, finalement, ils dévient un peu le marché dans toutes les dimensions de la production, que ce soit au niveau des infrastructures, des data centers, mais aussi du photovoltaïque, etc. Et donc, bah, pour l'instant, ils sont biberonnés par l'État, en espérant qu'à un moment donné, bah, ils vendent de plus en plus et ça rattrape. Les Américains, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils partent avec des investissements privés, et à un moment donné, on l'a bien vu, les investissements privés sont tellement gros qu'ils commencent à lever la main en disant « mais ça serait bien qu'on soit quand même baqué par le fédéral ». Nous, il y a quelque chose qu'on sait très bien faire depuis, je pense, même enfin, tous les pays ici, je pense qu'on sait bien faire, cette association privée-publique. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus, mais avec un plan de montée en charge, encore une fois. Il y a 50 data centers à construire, on les construit, on associe peut-être l'électricité verte directement, ce qui peut d'ailleurs donner les investissements nécessaires pour pousser d'autres types d'investissements sur l'électricité verte en même temps. Mais voilà, c'est partenariat, progressivité, et puis faire une bonne combinatoire pour, encore une fois, être au plus proche de l'usage et donc de baisser les coûts. Très bien. Alors, donc, vous y croyez si on fait ça? Vous allez y croire plus. Ouais, j'y crois. C'est ça? Très très bien. Okay, là c'est un peu plus clair. Vous voulez rebondir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur les GPU, l'investissement, enfin tout ce qui est Green Data Center, sur ce qui a été dit sur les GPU d'Ooredoo, comment aujourd'hui démocratiser ça, enfin y donner accès pour l'instant, la démocratie. Oui, je pense qu'il faudra y arriver. Après, il y a quand même un problème de fond, c'est qu'il y a quand même un gros monopole là. Donc, faut quand même qu'on voit que plus on avance, plus on est en train de se mettre le nœud autour du cou avec Nvidia. Faut être honnête quand même. Donc, et encore une fois, je pense que aller vers la baisse de coûts, c'est aller vers des alternatives. Le marché va tourner. Je pense que les GPU vont être de plus en plus spécialisés à la définition des modèles et à l'entraînement des modèles. Et on va arriver vers une informatique moins chère, plus mainstream et plus, on va dire, traditionnelle, où là, il y a d'autres acteurs, et notamment des acteurs nouveaux, pas forcément américains, qui peuvent intervenir, qui sont de la CPU basique, de la computation de calcul qu'on a. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller au maximum investir. So I'll get back to you. Going beyond mere connectivity today, how is Ooredoo currently leveraging its network intelligence and customer insights to create real, measurable value, new businesses, new models, new business models, and supporting the acceleration of AI adoption across different industries? Okay, I think very good questions, Wasim. So let me bring the continuation of what I was saying, and that how we can help the across industry, on the journey of AI and the digital. So, as what we see that there are, if you wanted to talk about, let's say, AI and digital, that there are three pillars I divide into and our contributions to. First, the foremost is the infrastructure, and as a telco, again, I'll start with the infrastructure part of it. There, the first thing that the 5G has to go in the wider coverage to it, so that the speed, the ultra latency, the needed for the processings and all is available across the network footprint. Then
that standalone will not serve the purpose of the infrastructure if we don't complement this with the fiber infrastructure. So fiber to the home, fiber to the businesses. The fiberizations is something is the another aspect of it which we are working on. Of course, the submarine cable, the capacity, international connectivity is something is the basic fundamental when it comes to the data center and all what we talk about. So those are the things which is something in our priority, how we wanted to contribute to the infrastructure. And then that takes me to the second point, or the second pillar, I would say, which is on the processing. Now, processing with AI, we know that it's required huge amount of capacity, large amount of data, and it required the higher amount of capacity to process this, which requires two things. One is the GPUs, which we already talked about, that high in capacity GPUs has to come to the country. And the second, which all my co-panelists has touched upon, is the data center. So our plan is to build tier 4 data center in the country that will be redundant from every aspect of it, be it power, connectivity, every aspect of it. And with the submarine cable, with that level of data center, it will be much more equipped to not only to make the AI journey of the country move forward, but also attract like anchor talents, what you were mentioning before. Because Tunisia is also very privileged the way strategically it's located. So the strategic location of Tunisia, plus the tier 4 data center, back on the submarine cable capacity, what we can build in here, will have the attractions of likes of Google's and Amazon to come into the country because of the reasons where we are present there. Then comes this will be incomplete if I don't add the another element of this, because infrastructure is done, processing is done, but the third aspect is the human aspects of it. That if we don't build the capabilities, technology rest alone will not take us where we wanted to go, and that's where we believe in that collaborations with the university, which we are talking to some of the universities, wherein we wanted to share our knowledge and experience practically to the young kids, the students, and giving them the platforms to come and experiment on these platforms wherein they can develop their capabilities. Also, you touched upon on the vertical side of it, how you are helping other industries. So the AI summit which we did recently, that was the kickstart of our journey in the AI. Now we are going to customize it for the industry per se, for manufacturing, for banking, for agriculture. And we are going to have the discussions with those industry leaders in terms of what they need and how we can help them to get into that journey. So that is something which we are planning to do now, where we go industry stuff. We will not go generic now, so that they can find the relevancy and move into this journey of it. And the last point, that the startups we touched upon, and there are discussions wherein John was touching upon the startups ecosystems and all. There also, we know that they will not be able to jump into the GPU straight away because of the funding and their capital constraints. So we are thinking to bring a try and buy model for them. So we'll open our API, we'll open our GPUs for them to come, experiment, fail, succeed, learn, and build something within the country. Yes, we can't compete with China and USA from that context, but can we build our own solution within the country? Can we give the youth the platforms, the opportunity to build our own systems? That's where we are heading towards. And last thing I would like to add to it, that to promote this culture in the youth, in the startups, in the young entrepreneur, we are planning to have an AI hackathon, wherein we want the young professionals, the students and the startups community to come and demonstrate their skills, do that experiment, and get the support of organizations like us to build the future of the country. So this is what we are planning on, the AI and digital for it. You're saying it like it's just that, or just what we think. It's already too much. It's already good, right? It's all what I'm saying is in the roadmap. But yes, let me add now, since you provoke me to say something more on this. This is not possible standalone by us, because we are one of the players.
it required a deep collaboration of public and a private sector. And till that does not happen, this will not get executed. So we are looking for, and as in Ooredoo, we are committed to build into these things, invest into these things. And with the government-public partnership, we wanted to take this a step forward to make this, the place, the Tunisia, as a regional hub in this come to AI and digital ecosystem. Okay, good. So let's conclude this panel. Before that, I'll get back to Christine, then to you, Madame CM, to start on it. But Christine, I think you're going to tell us more about quickly maybe what you are doing earlier. You said I'll give a few examples, so I'm very curious to know more about them. Yeah, so let me just give a few examples because I can give a lot of country examples, but what we are really looking at is how to actually make things happen at scale. So we're doing several things. First is on the private investment side, the private sector arm of the World Bank Group. We are investing in tier 3 data centers. So our portfolio just exceeded 300 million. So we're building these, we're investing in companies that build these data centers that also meet EDGE certification. So that means that they are green data centers. So that's the first one. We are active, these investments are active in probably 20 countries. So this way we can help low-income countries, but also low- middle-income countries to have at least access to some data centers and compute resources. That's one. The second is we find demand aggregation very important. I think going back to earlier panelists' view is demand aggregation. Yes, it's whether supply first or demand first. Yeah. So what we are doing is to say that for some of the markets, they're simply too small to attract private investment, and the government also have fiscal constraints. So what we can do is really to aggregate the government demand, because government are the biggest data providers, users, and if we can aggregate several small markets, meaning several small countries in a region, and also have governments sign up basically for the bandwidth or for the data services in data centers, that's exactly what I said earlier, that reduces financing risks for investors. So that's the second kind of aggregate regional approach. The last one is the biggest initiative that our president actually announced last year. It's called Mission 300. So the goal is to connect 300 million people in Africa to electricity by 2030. So as part of that regional compact, now we are adding a country-level digital compact to each of the energy projects. So that means that between energy and digital sectors, as I mentioned earlier about the partnership, we will do joint planning and data sharing, infrastructure sharing, and also joint service delivery models between energy and digital sectors. So the idea is really that in addition to the 300 million people will connect to electricity, we'll add another 300 million people who will gain new access to internet access in the same program. And combined with the regional data centers, we do think that these are the foundations for AI revolution. But I also agree with our previous panelists said, is that digital skills remain a very important foundational AI element that we hope that will not only build the skills of the young people in Africa, but also these young generation will also lead the AI adoption, because let's not compete with China and US on AI innovation, but let's leverage their innovation for AI adoption in our continent. So, to conclude, if you have any comment to add, Madame Sihem, que si vous avez quelque chose à ajouter. You have done it all from the first question. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé du... Oui, allez-y. Voilà. On n'a pas parlé des talents qu'on a spécialement en Tunisie, au fait. C'est vrai, on a parlé de ressources, de la connectivité, de la data, du calcul, mais l'élément majeur qu'on a, vraiment c'est un atout, ce sont nos talents qui sont capables d'inventer des modèles.
En fait, la Tunisie, classée deuxième en Afrique en matière de talent, en préparation de talent de l'IA, elle est parmi le top 20 des écosystèmes mondiaux et la troisième en Afrique, dans la région de MENA, en termes de talents abordables. Et ce sont vraiment des talents hautement qualifiés. Donc là, pour vraiment inventer des modèles IA propres à la Méditerranée, Voilà. les talents, c'est un atout majeur pour nous. C'est pour ça qu'on doit croire, en fait. On doit croire. C'est très important, c'est un atout pour la Méditerranée. Vous dites la Tunisie est deuxième, le premier est un pays méditerranéen également, c'est Aussi, l'Égypte. Donc, l'Égypte, exactement. Oui. Après, voilà, c'est très intéressant. Donc, je suis tenté, mais je ne vais pas emmener la conversation que sur la Tunisie, on va rester méditerranéen. Même s'il y a beaucoup à dire. En tout cas, j'ai envie de poser la dernière question pour être inspiré de ce que certains Tunisiens aspirent à faire. On a entendu cette discussion, on a entendu Nisa Yaïch, Kaïm Beguier, on a écouté Mehdi Houaz Thomas et d'autres et d'autres personnes. So I'll try to do it in English, so it can be easier for everyone. I'll do it in English today. What could be the magical recipe? I'll ask a very down-to-earth question. What could be the magical recipe if we want to have a Mediterranean AI infrastructure ecosystem? Today, I think it's very interesting to invest. What makes us poor today, what makes us weak today can be our strength point, because we have energy, we have the sun, we can make data centers. I always say, come to talk about Tunisia, but I'm inspired by Madame Sihano. I'd love to stay Mediterranean, but we always say Tunisia could be the Switzerland of the data. Everyone can put their data here. Let's say not only Tunisia, because I think we would be weaker if we want to go by ourselves. I think we need to go all together, and Africa also. We need to do it all together. At least some 5, 6, 7 leading countries. So. How to make magic happen around AI infrastructure, and maybe to be the hotspot worldwide for AI data centers, infrastructure, with a good quality of resources that we have. And when I say resources, I talk about energy, but also about humans. So what do you think of that? It's the last question for everyone. If you like it, just jump in. Okay. If I have to name one thing, I think it's data. So how do we actually leverage data as the new oil of the digital economy is a critical success factor. So that means data collection, data storage, data compute, but more importantly, translate local data into local solutions that address local challenges. By the way, that's what it's all about. We can have a country doing data compute, another country doing data. And I mean, each country of the Mediterranean or 2 or 3 countries can specialize in a specific thing, but together, the sum of all the efforts can have an AI ecosystem. But I think we shouldn't, like each country, do everything by itself. I think we can have some special things done in another country, not done in another, but all of us together have this power to be the hotspot of AI. So this was inspired by what you just said. If you want to add on this, what do you think? How the World Bank could support such an initiative? Yes, you're absolutely right that this probably applies to all the country. Ultimately, whether it's Tunisia or Morocco or another country in our region. Greece, Italy, Egypt, Spain. Yes, exactly. Algeria. So I think ultimately there will be a regional hub of some sort. It could be, this country is more on data storage, like data centers, but another regional hub could be more on innovation. But it could be just a regional partnership, and a lot of things are virtual anyway these days. But importantly is for any sub-region, that's what we are supporting actually in many regions, is for sub-region to have a common goal for regional integration, which is easier said than done. Thank you. Là, il faut parler peut-être du modèle de gouvernance. Là. Le modèle de gouvernance, à mon sens, le plus efficace, c'est un modèle fédéré, où chaque pays garde la maîtrise totale de ses données, parce qu'il y a des données sensibles, stratégiques, de la santé, de l'industrie, des modèles IA et tout ça, mais coopèrent quand même dans un cadre structuré et sécurisé. En fait, maintenant, la coopération est rendue très possible grâce à des standards techniques communs, grâce à des API d'interopérabilité, grâce à des structures certifiées.
Et là, avec Medusa, qui devient un hub numérique souverain pour la Méditerranée, qui est capable d'échanger de la data, du calcul, mais dans un environnement sécurisé et dans un environnement où chacun quand même reste souverain, mais quand même interconnecté. Il faut dire là, la souveraineté, on parle trop de souveraineté, mais la souveraineté, essentiellement, c'est pas de l'isolement, mais c'est plutôt de l'ouverture maîtrisée, fondée, je dirais, sur la confiance et l'interopérabilité. Okay, Medusa is a real game changer, by the way. C'est un vrai game changer. I really believe in what's going to happen. Medusa or the other cables are already installed. Michel Gass, vous trouvez que je suis romantique? Je sais pas, je vais pas poser la question. Non, mais peut-être pas juste, peut-être quelque chose de très concret. Ce dont on a besoin, c'est de définir justement le besoin. Qu'est-ce qui va nous porter en 2030, 2035, 2040 qu'est-ce qu'on a en commun et après, il faut se mettre au boulot, quoi. Donc, et qu'est-ce que ça pourrait être, ce socle commun? À un moment donné, déjà, dans les grandes révolutions comme ça, c'est toujours passé par l'équipement. Il faut construire. Ensemble ou chacun de son côté? Il faut construire chacun de son côté quelque chose qui est interopérable et défini en commun au début, avec ce souci de dire je suis autonome et en même temps je peux aider l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Très bien. Do you want to jump on that, Sunil? If you like. No, I agree with our panelist view in terms of when we look at from the regional context point of view, because we touched upon 3-4 topics. We touched upon infra, we touched upon people, we touched upon data, energy. So if we do in a collaborative manner across the Mediterranean, wherein we take the in charge of certain things and some other places we take the in charge of certain things, the speed of execution, the adoption of all these things will be much more faster than rather you trying to do everything and you invent everything and you try to finish everything by yourself. So it has to have a co-creations to it, which will fast track things to it. One thing which I have a slight different view, wherein I believe that we as a region have that capabilities to build our own solutions, not just leverage and build the capabilities from or become the user of some other solutions as well build some other part of the world. So we believe that we do have the capability as a regions, and we believe that here we need to build, wherein I agree with one of the panelists where that we need to have the local data, local problems and local solutions. And that's where we believe the youth is something that they can do, that they have the capabilities. I was extracting some of the information some times back, and I saw that Tunisia is one of the top 10 countries. The youth here is technically able to find lots of bugs in the big brands. That's demonstrated the capability of the people, and that's where we believe that we need to bank on and build something which is very, very sustainable and useful for the entire region. Okay, so thank you all. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Sèvres? Au micro, c'est plus pratique dans le micro. Oui, pour résumer, en fait, en Méditerranée, restant positif, en Méditerranée, vraiment, nous avons tout pour réussir une nouvelle renaissance technologique. Nous avons un atout majeur que sont nos talents. Nous avons un potentiel énorme d'énergie renouvelable. Nous avons des infrastructures souveraines. Nous avons des infrastructures distribuées comme Medusa et autres. Je crois la Méditerranée est vraiment capable de réussir un modèle méditerranéen, IA, souverain, durable et résilient. Merci beaucoup. J'allais résumer, donc vous l'avez fait. Donc j'ajouterai peut-être à cela que le leapfrog, comme il en parle, Karim Beyot dans son livre, peut-être il va passer par la mutualisation, la synergie, énergie tech et l'innovation locale. Voilà peut-être les 3 choses que j'ai retenues. Merci à toutes et à tous. On peut les applaudir.